Votre attention, s'il vous plaît. Embarquement immédiat pour votre podcast Évasion, prochain départ, présenté par Futur Voyage, animé par Étienne, votre commandant de bord. Installez-vous confortablement, bouclez vos ceintures, le décollage est imminent. Toute l'équipe vous souhaite un excellent voyage. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Prochain Départ. Tiens, on va pas prendre l'avion aujourd'hui, on va partir en train. Donc pas d'atterrissage moyen façon Étienne et nous posons les pieds en Suisse. Et cette fois-ci, ce sont Dominique et Luc qui ont décidé de m'accompagner. Dominique en tant que voyageur très expérimenté, j'imagine. Et puis Luc en tant que professionnel du tourisme. Bonjour. Bonjour. Luc, donc, vous aidez les voyageurs à voyager en Suisse, mais encore. Alors moi je travaille pour l'Office du tourisme suisse. Alors je suis suisse basé à Paris. Notre objectif en fait c'est de donner un peu de notoriété à la Suisse touristique et d'essayer d'inspirer les voyageurs français à aller passer leurs vacances en Suisse. D'accord. Et donc Dominique, vous avez profité de la Suisse à un moment donné ? À plusieurs moments. Plusieurs moments. J'y suis allé quand j'étais en activité pour le travail et puis j'y suis retourné pour le tourisme, pour le plaisir, pour faire du ski bien sûr, mais aussi pour la Suisse en fait. Voilà. Ok. Alors comme d'habitude, je suis allé faire un tour en ville avec mon micro et comme d'hab, certaines personnes semblent moyennement intéressées par l'escapade qu'on leur présente. Vous voyagez un peu ? Disons, nous, comme on a un camping-car, c'est plutôt un camping-car qu'on se balade. Dans toute la France ? Oui. Et la Suisse ? On n'a pas envisagé encore. Et vous, ça vous tente tout ça ? Non. Vous préférez aller à moins de 100 km ? À proximité, oui, ça me va très bien. Bon, heureusement, d'autres manifestent plus de curiosité. Est-ce que vous connaissez la Suisse ? Pas du tout. Est-ce que ça vous tente ? Ce serait intéressant de découvrir, il n'y a pas de secret. Pour quel aspect ? Géographique. Les paysages ? Oui, les paysages, ouais. On ne connaît pas du tout. Et puis peut-être gastronomiquement aussi. Les voyages, c'est la gastronomie. Bon, l'envie ne manque pas, même si on ne sait pas mettre des mots sur ce qu'on imagine. Faire le train, je ne sais plus comment il s'appelle, et où tout est transparent, là ça... Ouais. Mais... Tout est transparent. Heureusement qu'il y a des vitres dans ces trains. Dominique, est-ce qu'il y a plus de mots qui vous viennent à l'esprit quand on parle de Suisse, des noms typiques ? Quand on parle de Suisse, moi il y en a un qui à mon sens définit bien la Suisse, c'est la zénitude. La zénitude en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est le calme, la tranquillité, la sérénité. Une impression de douceur de vie en fait. D'accord, et là donc la zénitude, c'est pas un mot typique de là-bas, je pense. C'est plutôt une attitude en fait des Suisses vis-à-vis de leur environnement. En fait, dans la douceur de vivre, moi ce que j'ai noté c'est la sécurité, la stabilité, bien sûr la beauté naturelle des paysages et des sites, la qualité des infrastructures aussi en Suisse, qui sont assez conséquentes, et puis la richesse culturelle en fait de la Suisse. Bon Luc, est-ce que vous pouvez nous donner des mots typiques de là-bas qui, pour les Français, parlent ? Oui, mais je rejoins pas mal ce qu'a dit Dominique, c'est que je vois un peu l'aspect qu'il a pu ressentir. C'est vrai que tout est très organisé en Suisse, c'est pas qu'un cliché. En général, c'est assez facile. On a un système de transport public, par exemple, qui est très cadencé. On n'a jamais besoin d'attendre plus de 20 minutes sur un quai. Tous les trains pour une destination seront à la même minute, de la même heure. Donc, il y a une sérénité, il y a un calme. Voilà, le fameux cliché de la lenteur est pas complètement faux. On aime un peu prendre le temps. Et puis la richesse culturelle, c'est vrai qu'on est un pays où on a 4 langues nationales sur un petit territoire. Donc on s'est construit de manière assez décentralisée avec des cultures différentes, des langues différentes, beaucoup de dialectes. Donc c'est vrai que on peut faire 30-40 km et changer complètement d'environnement, qu'il soit géographique ou culturel, qui se remarque dans l'architecture, etc. Donc il n'y a pas une seule Suisse typique, il y en a plusieurs. Et ce qui fait que cette diversité, ça permet vraiment de voir beaucoup de choses différentes en assez peu de temps. Alors quand on rentre dans ces villes, en fait, on a toujours une impression de propreté et d'ordre. Ça, c'est ce qui m'a frappé aussi. C'est ce qu'on ne connaît pas ici. Oh, peut-être si, mais pas à ce point-là.
Au niveau de la gastronomie, on entendait un monsieur qui disait tout à l'heure, les voyages, c'est la gastronomie. La gastronomie suisse. Qu'est-ce qu'on y rencontre là-bas ? Il y a la viande des grisons en Suisse. Il y a la fondue en Suisse. Il y a le chocolat en Suisse. Il y a plein de choses en fait qui sont très très bonnes. Des particularités, et puis il y a des noms de fromage. Il y a le Gruyère, bien sûr. Le Gruyère. Le Gruyère, dans ce petit village de Gruyère, là, oui, avec la fruiterie où ils fabriquent le Gruyère. Voilà. Des spécialités viticoles Viticole, moi j'ai vu beaucoup de vignes, effectivement. Alors j'imagine que c'est du blanc qui va très bien avec la fondue. C'est vrai que la spécificité de la Suisse, c'est que le fromage, c'est un peu un plat principal, un mets à part entière. On peut prendre l'exemple de la fondue ou de la raclette, avec des fromages locaux. Le Gruyère, le vrai, celui qui est sans les trous et d'origine protégée. Mais on va trouver aussi toujours des mets ensuite par région, comme les rösti par exemple, qui sont ces galettes de pommes de terre sur lesquelles on va retrouver forcément un petit peu de fromage fondu aussi dessus, évidemment. C'est la montagne, il faut quelque chose qui tient à l'estomac. Et puis le vin, on ne le sait pas toujours, mais on fait pas mal de vin en Suisse. On l'exporte très peu. Il y a seulement 1% du vin qui est exporté. Les égoïstes. Un petit peu. Non, mais la production reste effectivement relativement réduite. Mais on reste quand même, il y a 6 régions viticoles. Et après les Français, on n'est pas loin dans le classement des plus gros buveurs de vin et des plus gros producteurs aussi. Oui, j'ai appris, on est 4e. Et vous êtes 2e. On n'est pas si loin. Et quelques litres. Bon, on est en podcast, donc c'est de l'audio, mais on va essayer quand même. Au niveau des couleurs, quelles sont les couleurs typiques de la Suisse ? Alors pour moi, la Suisse, il y a 2 couleurs, c'est le blanc et le rouge, avec la croix sur le drapeau, bien sûr. Mais en fait, les 2 couleurs, c'est plutôt le blanc et le vert. Le blanc l'hiver et le vert l'été. Peut-être d'autres couleurs, Luc ? J'avais exactement les mêmes en tête. J'en rajouterais peut-être une. C'est plutôt les oranges bruns, les couleurs d'automne entre octobre et novembre. C'est encore une saison à part entière. C'est une bonne saison pour aller découvrir la Suisse. Donc il faut y aller en toute saison en fait. Complètement. Saison, Ça change à chaque saison. À l'image de la diversité du pays, de ce qu'il y a à voir, la période rend le pays aussi différent. On parlait des trains rapidement. C'est vrai que faire un train comme le fameux Glacier Express, pour avoir eu la chance de le faire en été, en automne et en hiver, l'expérience est complètement différente. On peut le faire à chaque saison et on aura l'impression de vivre un nouveau voyage. Donc c'est du Glacier Express que la dame voulait parler tout à l'heure. Bernina Express. Alors les deux sont effectivement les plus emblématiques. C'est ces fameux trains rouges avec les grandes baies vitrées. Ils sont pas complètement transparents non plus, mais il est vrai que la plupart les baies vitrées commencent du plafond et ça nous permet vraiment, de voir le paysage presque à 360 degrés, presque. D'accord. Dominique nous sort une petite boîte qui ressemble à un train suisse qu'il est en train d'ouvrir et... Il y avait des chocolats. Dans laquelle il y avait des chocolats que vous avez dégustés rapidement pendant le voyage. Bien sûr. Et quels sont les trajets de ces trains ? Qu'est-ce qu'on y voit pendant ce trajet ? Alors sur le Bernina Express, c'est le plus long que nous avons pris. On a fait 200 quelques kilomètres, je crois, et on a mis quand même un peu plus de 4 heures pour le faire. Donc la vitesse moyenne, c'est 36 km/h. Donc on a le temps d'admirer le paysage. Il y a ces fameux chalets suisses, avec les toits un petit peu pentus. Il y a toutes ces grandes étendues de prairies, il y a la forêt, et puis il y a les lacs et les rivières en contrebas. Donc 36 km/h, effectivement, on a le train n'a que voilà, que le nom d'Express. On dit même d'un de ces trains qui s'appelle le Glacier Express, qui est l'express le plus lent du monde. D'accord. On parle, vous me lancez sur le cliché de la lenteur, là, vous insistez apparemment. Donc je vais y aller, je vais mettre les pieds dans le plat. Donc nous les Français, on a beaucoup de clichés sur nos voisins, mais on a ce cliché particulièrement des Suisses qui sont lents.
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est énervant, Dominique? Énervant, non. Moi, j'ai pas trouvé que c'était énervant. C'est surprenant au début parce que quand on arrive là-bas, on est toujours un petit peu, comme nous autres Français, hein, toujours un peu surexcités. Mais en fait, on est vite calmé en fait par l'ambiance. Je vous redis, par la zénitude du lieu, de l'ambiance, des gens, de tout ce qu'on y voit, de tout ce qu'on y trouve. Et Luc, qu'est-ce que vous avez pour votre défense? Je dirais qu'on est vif d'esprit, mais peut-être plus lent dans l'action. C'est vrai que le cliché qu'on peut avoir du Suisse, c'est aussi très dans la diplomatie, avec beaucoup de tact, etc. Donc c'est vrai que souvent, on tourne vraiment cette fois notre langue dans notre bouche avant de parler, de trouver les compromis s'il y a un problème ou quelque chose. Donc du coup, tout prend toujours un petit peu du temps pour que, à la fin, il y ait le moins de mécontents possible. Oui, d'accord. Donc au final, c'est une force quand même. Oui. Chaque défaut est une qualité finalement. Voilà. On est dans l'audio, hein, donc on va parler de son niveau musique. Qu'est-ce qu'on entend là-bas? Est-ce que vous avez entendu des beaux chants, des belles musiques? Alors il y a le fameux yodel suisse. Le yodel suisse, le tralaleitou. Vous savez nous le refaire là? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Oui, non, c'est plutôt des musiques un petit peu, alors je dirais d'inspiration plutôt germanique, hein, au niveau du rythme, au niveau des sons. Voilà. Oui, c'est vrai que avec nos 4 langues nationales, si on a une culture nationale et politique vraiment très suisse, où on se retrouve bien tous ensemble, c'est vrai que sur la culture musicale ou les arts en général, chaque région linguistique est quand même très portée sur son grand voisin. En l'occurrence, pour les francophones comme moi, on vit quand même beaucoup avec la France. Hein, donc si vous êtes en Suisse francophone, vous allez sans problème entendre du Jean-Jacques Goldman. Ouais. Et puis après, c'est pas pour autant qu'on oublie les musiques traditionnelles. C'est d'ailleurs très populaire en Suisse. On peut citer alors effectivement le yodel ou le chor des Alpes. C'est des traditions musicales qui sont pas là que pour le folklore et pour la vitrine touristique, mais vraiment des choses qui sont maintenues en vie. Donc voilà, on aime bien quand même prendre soin de nos traditions. On revient sur l'image. Je voudrais avoir visualisé des paysages. Qu'est-ce qu'on peut voir, Dominique, comme paysage là-bas? Alors les paysages là-bas, c'est surtout montagneux. Hein. L'altitude moyenne de la Suisse, c'est 1300 mètres. Donc il y a quand même pas mal de montagnes. Pour moi, les plus représentatives, c'est la Jungfrau, la Eiger et le Monch. En fait, ces 3 montagnes ont des glaciers tout en haut, bien sûr. Et ces glaciers fondent un petit peu régulièrement et forment une chute, la chute de Trommelbach. Je sais pas, voilà. Au moment de la fonte des neiges, c'est-à-dire en fait... printemps-été, il y a un débit qui est assez impressionnant. Le débit, 20 000 litres seconde. 20 000 litres seconde, vous imaginez une piscine de 40 mètres cubes, elle est remplie en 2 secondes. Ouais. C'est énorme. Et alors ça fait un vacarme un petit peu assourdissant, mais ça fait des chutes qui sont inoubliables. C'est vrai que c'est très montagneux, c'est 60% du territoire suisse, c'est les Alpes. On a encore 10% qui est recouvert par la chaîne du Jura, qu'on partage avec la France. Et puis au milieu, il y a 30% de plateaux suisses, où on va retrouver la plupart des villes. Mais on parle d'un plateau, mais c'est jamais plat. L'Eiger, le Monch, la Jungfrau, c'est vraiment un triptyque montagneux emblématique et impressionnant. Pour ma part, c'est vrai que j'ai pas mal vadrouiller en Suisse et c'est un des endroits où je me suis senti le plus petit face à la nature parce qu'on a 3 énormes montagnes, falaises même, de plus de 4000 mètres et on se retrouve au pied de ces montagnes et on regarde en l'air et voilà, vraiment on est minuscule. Et au-delà de ça, c'est beaucoup d'eau, il y a plus de 1500 lacs en Suisse, donc le vert qu'on disait avant, on aurait pu rajouter le bleu des lacs, c'est cette nature et ce relief à perte de vue. Ouais. Donc où qu'on soit, même en plein cœur de ville, on voit la nature. En fait, on n'a pas de grande ville. La plus grande ville, c'est Zurich, c'est 400 000 habitants. Mais la nature est toujours au cœur des villes. C'est-à-dire que toutes sont au moins au bord ou traversées par un point d'eau, que ce soit un lac ou une rivière, dans lesquels d'ailleurs on se baigne en été. Le Rhin traverse la ville de Bâle, et c'est culturellement normal, et c'est même une activité tout l'été, voire même l'hiver, où les Bâlois, quand ils ont fini le travail, ils vont au bord du Rhin, ils mettent leurs affaires dans un sac étanche qui fait office finalement de bouée, et ils se laissent porter par le Rhin, ils ressortent de l'autre côté, ils n'ont pas besoin de retourner chercher leurs affaires ailleurs, et il n'y a plus qu'à boire l'apéro dans une guinguette. Et du coup, la nature, que ce soit l'eau, que ce soit les forêts, les montagnes,
elle est toujours à proximité. Et ça permet vraiment de ne pas étouffer dans ces villes qu'on dit à taille humaine. Il y a les éléments de langage en Suisse, auxquels on n'a pas forcément, nous, l'habitude. On ne dit pas comment ça va, on dit ça joue. Ah oui. On ne dit pas non plus 60, 70, 80, etc. On dit 70, 80, 90. Il y a aussi, quand on demande à quelqu'un de répéter, il nous dit « plaît-il » Il y a aussi une phrase qui revient souvent, c'est « tout est en ordre ». Ah oui. Ouais, c'est des éléments de langage en fait qui surprennent un petit peu au départ, mais qui en fait sont tout à fait justes. D'autres expressions, Luc? Oui, je rejoins ce que dit Dominique, c'est-à-dire que moi j'ai dû faire le chemin dans le sens inverse, et du coup je suis arrivé il y a 10 ans avec mes expressions suisses en France, et puis du coup des fois on me regardait un petit peu de travers alors que moi tout me semblait normal. C'est vrai que comme on est en partie francophone, il y a 25% de la population qui parle français. Quand on vient de France, on s'attend à ce que ce soit similaire, mais on a quand même une influence germanophone qui, le c'est en ordre, revient du in Ordnung en allemand, et vice-versa. Hein. Et c'est vrai que il y a des spécificités, ce qui rend pour le coup la destination un petit peu exotique aussi pour un Français, parce que non seulement au niveau de la langue, mais au niveau de la culture, il y a quand même un petit choc culturel qui peut se faire. Tout à fait. Mais le ou bien, la ponctuation ou bien à la fin d'une phrase revient très très souvent chez les Suisses. Donc la totale, c'est ça joue ou bien. Et puis une expression que j'aime toujours bien, c'est pour dire ça va la tête, on dit ça va le chalet ou bien. Ou bien. Il y a une notion qu'on n'a pas encore abordée, c'est la neutralité. Oui. Les Suisses sont réputés pour être neutres. Mais neutre, ça ne veut pas dire sans défense. Il y a une armée en Suisse. Alors c'est une armée de miliciens, je crois. C'est ça. Voilà. Et alors il y a un système de défense qui est quand même assez impressionnant, avec des tunnels, avec des forteresses, avec... Mais vous en connaissez plus que Luc. Hein. L'histoire du réduit national, c'est comme ça que s'appelle la stratégie qui avait été mise en place pour la Deuxième Guerre et après aussi pour la guerre froide. C'est-à-dire que l'idée c'était de creuser ces galeries dans les montagnes, de dynamiter, d'être prêt à dynamiter les ponts, les tunnels. Aujourd'hui, il y a des lieux qu'on peut visiter sur cette thématique, notamment du côté de la frontière française. Et en Suisse, c'est toujours marrant parce que, en fait, il y a des abris anti-atomiques un peu partout. Même dans les maisons individuelles, à chaque nouvelle construction, jusqu'à il y a 10 ans, c'était obligatoire de construire un abri anti-atomique dans la maison. Mes parents, dans leur cave, ont une pièce avec des murs de 20 cm de large. Et en Suisse, il y a 9 millions d'habitants et il y a un peu plus de 9 millions de places d'hébergement en cas de catastrophe. Mais du coup, en attendant une éventuelle catastrophe, ils sont beaucoup utilisés pour des caves à fromage, des caves à vin. Il y a même des escape games qui se font dans ces anciens locaux militaires aussi. Donc on trouve toujours une manière d'adapter un petit peu, de faire des loisirs, des sujets un peu moins fun. Mais voilà. Et puis neutre, oui, c'est pas parce qu'on est neutre qu'on n'a pas d'avis. Voilà, donc Luc et Dominique, merci beaucoup d'avoir parlé si bien de la Suisse, de m'avoir dépeint ce pays en audio, mais au final, je vais repartir avec beaucoup d'images dans la tête. Il faut y aller. Il faut y aller, il n'y a que ça, donc parcourir le pays en train. Prochain départ au pays du Gruyère, remarquez que c'est pas la seule chose que j'ai retenue. Hein. Le chocolat caillé. Le chocolat caillé, tiens, on n'a pas parlé, alors qu'est-ce que c'est le chocolat caillé? Alors le chocolat, ce qui fait la particularité du chocolat suisse, c'est la qualité du lait qu'ils mettent dedans. Il y a une certaine période, une certaine orientation, si vous voulez, des versants. Quand les vaches mangent cette herbe, ça donne un goût particulier au lait que l'on retrouve dans le chocolat. C'est vrai que, effectivement, c'est surtout le chocolat au lait. Souvent, les chocolatiers travaillent avec des agriculteurs locaux pour obtenir le lait. Donc, on reste dans la région. Et puis, ce qui se passe, un peu comme partout, mais c'est vraiment ces transhumances, c'est les inalpes et les désalpes. C'est-à-dire qu'au début de l'été, les vaches vont monter en altitude pour avoir une herbe de meilleure qualité à brouter, qui va donner un très bon lait. Ça va être pareil pour le fromage. Hein. Et puis, au mois de septembre, fin septembre, début octobre, il y a les désalpes. C'est quand les vaches redescendent dans les villages pour retrouver leur étable d'hiver. Et ça, c'est une célébration. C'est une vraie tradition. C'est-à-dire que les agriculteurs habillent leurs vaches d'une couronne de fleurs qu'ils vont faire en famille pendant plusieurs jours avant, et ils vont vraiment descendre en habits traditionnels, traverser les différents hameaux et villages pour aller jusqu'à leur étable. Et ça, c'est vraiment des célébrations à voir
voir, parce que c'est des milliers de personnes qui se retrouvent dans ces villages de tout type. J'en ai une en tête, c'est celle-là à Gstad. Gstad, on pense tout de suite au village un petit peu bling bling, quand même, oui. Voilà. Et quand vous avez cette des Alpes, les vaches traversent la rue principale du village de Gstad avec ses couronnes de fleurs et les agriculteurs, les éleveurs en habits traditionnels, qui sont vraiment très fiers de présenter leurs troupeaux, et vous avez un public autant de Suisses, de locaux que d'internationaux qui sont là à Gstad, donc du coup un peu de tous les styles, et on trouvera alors des yodeleurs, du corps des Alpes, et puis l'apéro évidemment. Ah mais, faut pas manquer ça. Prochain départ au pays donc du chocolat au lait, c'est presque terminé. Alors pensez dès maintenant à vous abonner à ce podcast pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. Mais si vous ne pouvez pas attendre la suite de ce podcast, allez donc faire un tour chez Fitour Voyage pour trouver la destination de vos rêves. Sinon, ne défaites quand même pas trop vite vos bagages, gardez votre casque sur les oreilles et fermez les yeux, parce que nous nous retrouvons bientôt en compagnie de voyageurs qui reviennent d'un autre coin de la planète avec plein de beaux souvenirs à nous transmettre. Ciao. Merci. Au revoir.